De recherche au CNRS à l'Institut de génétique humaine à Montpellier. C'est une grande scientifique donc en biologie cellulaire et moléculaire, mais en complément de son activité scientifique, elle s'est aussi grandement impliquée dans la politique de la recherche, c'est-à-dire qu'elle a été directrice scientifique adjointe aux sciences de la vie au CNRS. Elle a été aussi impliquée dans les agences d'évaluation de la recherche qui étaient l'AERES ainsi qu'à l'ANF. Et aussi, elle a représenté la France dans multiples instances européennes, ce qui en fait la personne la plus à même pour nous parler de l'éthique de l'évaluation et de l'expertise scientifique, impartialité et transparence. Merci, bonjour à tous. D'abord, j'aimerais remercier, est-ce que ça marche? Voilà, remercier les organisateurs. Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas? Bah ouais, mais c'est mieux là? Ah oui, c'est mieux. Donc j'aimerais remercier les organisateurs de me faire découvrir en fait ce club des rationalistes que je ne connaissais pas. Donc je vais peut-être devenir assidue et m'inscrire pour être membre. Je vais faire une présentation qui va peut-être être un petit peu moins plaisante que celle de mon prédécesseur. Je ne vais pas tellement citer ni Hannah Arendt ni Paul Ricoeur aujourd'hui, mais je vais citer, donc je les remercie d'avance, les comités d'éthique du CNRS, de l'INSERM, de l'ANSES, etc. Donc ça a été cette conférence a été l'occasion de relire et de faire un petit peu la synthèse de leurs avis et de leurs définitions sur l'éthique de l'évaluation et de l'expertise scientifique. Alors je vais être assez simple. Je vais essayer de remettre un petit peu les choses à plat sur ce que c'est que l'évaluation scientifique, l'expertise et les principes. Je vais essayer d'être assez brève et de susciter quelques voies de réflexion et j'espère de discussion. Le principe de l'évaluation ou de l'expertise, il est indiqué ici. Grosso modo, il y a une saisine, il y a un commanditaire qui va saisir un ensemble de personnes pour effectuer une évaluation ou une expertise scientifique qui sera éventuellement suivie des faits ou d'une décision. Et je vais essayer de rester là pendant tout mon exposé, grosso modo, sur ce principe, une saisine, une évaluation, un effet ou une décision, et puis décliner un petit peu les différentes étapes et les questions multiples qu'on peut se poser. Le premier point qui me paraît important quand on veut qu'une évaluation ou une expertise soit transparente, c'est de définir le commanditaire, de savoir de quoi on part. Alors en général, il y a une saisine, il peut s'agir d'une autosaisine, mais là encore, il faut être très clair. Donc l'identité du commanditaire et le but de l'évaluation doivent être communiqués. Et en particulier, les destinataires de l'évaluation doivent être clairement identifiés. Alors on peut se dire, bah oui, s'il y a un commanditaire, déjà le destinataire, c'est celui qui a commandé l'évaluation, ça c'est évident. Mais le commanditaire n'est souvent pas le seul réceptacle de l'évaluation. Si on évalue des personnes, des groupes de personnes, des labos, des formations, que sais-je, ils doivent également être destinataires de l'évaluation. C'est un prérequis pour les faire progresser. On y reviendra. Il est préférable dans beaucoup de cas que commanditaire et évaluateur soient très distincts et qu'il y ait une évaluation qui soit vraiment séparée de la commande. Alors pour replacer les choses, parce que je ne sais pas exactement quel est le public ici, je donne ici des exemples mais qui ne sont pas du tout exhaustifs de quoi on parle quand on parle d'évaluation scientifique, quels sont les différents objets, et on y reviendra. La première chose, c'est les publications, puisque les scientifiques produisent des résultats qui vont soumettre à un comité éditorial d'une revue scientifique pour être examinés par des pairs, par des scientifiques qui vont décider ou non si c'est bien de publier ces résultats. Les projets scientifiques sont eux aussi évalués. En général, ils vont être soumis souvent à des agences de financement pour des raisons évidentes, qui peuvent être publiques, privées, associatives. Et là encore, ces agences vont mandater des experts qui sont des scientifiques pour évaluer. Les scientifiques eux-mêmes, qu'ils soient chercheurs ou enseignants-chercheurs, sont évalués.
Et en général, en tout cas en France, leurs employeurs mandatent des structures, il peut s'agir du Comité national de la recherche scientifique, des commissions INSERM, du CNU, qui vont organiser des comités de scientifiques pour évaluer. Et puis on peut remonter comme ça, les formations post-bac, les laboratoires, les établissements sont eux aussi évalués. En France, ils sont évalués par le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui là encore va organiser l'évaluation et des comités de scientifiques qui vont évaluer. Les sites, c'est la même chose, et à la fin, les politiques publiques peuvent éventuellement être évaluées, et dans ces cas-là, ceux qui vont les évaluer, ça va être des inspections générales, ça va être des parlementaires, en particulier le PECST, la Cour des comptes, et cette fois-ci, les experts qui vont évaluer ne sont pas des scientifiques, mais vont essentiellement être des inspecteurs, des conseillers et des parlementaires. Ce qu'on peut voir là, alors c'est pas exhaustif, hein, on est quand même les rois pour définir un certain nombre d'objets qui vont être évalués, mais ce qu'on observe, c'est que dans la plupart des cas, les experts, les évaluateurs sont des scientifiques. Et ça, c'est dû au fait qu'on a quand même dans le milieu scientifique une façon de fonctionner de base à laquelle on est tous très attachés, qui est l'évaluation par les pairs ou peer review. Quand on remonte un petit peu dans l'histoire, les premières traces d'évaluation par les pairs remontent au XVIIe siècle, 1665 pour le premier cas déclaré. Et en fait, contrairement à ce qui est largement admis et répandu, l'évaluation par les pairs, on trouve une trace ancienne, mais elle est assez récente. Elle a d'abord été développée pour l'évaluation des publications scientifiques, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, cette évaluation n'était en fait réalisée que par les éditeurs ou les comités éditoriaux. Il n'y avait pas d'avis externe, c'est-à-dire que les scientifiques allaient soumettre un ensemble de travaux à un journal, à un comité éditorial, qui allait juger du bien fondé de répandre ces nouveaux faits, mais laissait ensuite, il mettait ces résultats à disposition finalement des experts extérieurs qui ensuite allaient se faire un avis et allaient s'opposer ou non à ces nouveaux résultats. Et on trouve trace de critiques assez virulentes de la part d'Einstein un jour, qui avait soumis ses travaux scientifiques à une revue, et les éditeurs de cette revue avaient envoyé ce travail à des experts du domaine. Et ça l'avait mis hors de lui, parce qu'il n'avait pas donné l'autorisation au journal, d'envoyer son travail à des experts extérieurs, et donc il a informé le journal qu'il retirait son manuscrit et qu'il allait l'envoyer ailleurs. Et en fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, les revues ne faisaient pas appel à des experts extérieurs, et ça a commencé à se généraliser. Par exemple, Nature n'a institué l'examen, comme je le cite là, l'examen officiel par les pairs qu'en 1967, donc c'est très récent. Et la raison pour ça, elle n'est pas très noble, hein. C'était pas pour se dire « Ah là là, mais il faut vraiment que les travaux soient lus, examinés par des gens hyper compétents ». Non, c'est simplement parce que les comités éditoriaux étaient débordés par la multiplicité des travaux scientifiques et ne pouvaient plus faire face, donc ils avaient besoin de faire appel à des experts extérieurs. Ceci étant, et je trouve ça assez intéressant et ça fait réfléchir, il y a un éditorial de Nature en 2003 qui rappelle qu'au début du XXe siècle, la charge de la preuve incombait généralement aux opposants plutôt qu'aux partisans des nouvelles idées. Et je pense qu'il faut quand même garder cet historique de l'évaluation par les pairs présent à l'esprit. Ceci étant, cette évaluation par les pairs est quand même ce qui rassemble tous les types d'évaluations actuellement et auxquels tous les scientifiques et pas seulement sont extrêmement attachés. C'est une évaluation qui se veut un gage de qualité et qui repose sur 3 principes inaliénables. La compétence, sont l'expert, des experts, je n'en reparlerai pas. La probité de l'expert, l'intégrité de l'expert, je ne développerai pas ce point ici. Je pense qu'il y a eu assez de points qui ont été dits. Et ce que je développerai plus particulièrement, l'impartialité de l'expert ou du groupe d'experts. L'impartialité, elle va reposer sur 2 points qu'il faut régler, qui sont le conflit d'intérêt et le lien d'intérêt. Alors le conflit d'intérêt, finalement, c'est assez simple dans la mesure où il y a une définition, en France,
donné par la loi du 11 octobre 2013 et que je recite ici. Il s'agit d'une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. En revanche, le lien d'intérêt n'est pas défini par la loi et je vous redonne ici une définition qui est celle de la Haute Autorité de la Santé, qui parle de lien avec des personnes ou des organismes résultant de sa vie personnelle ou professionnelle et conduisant à porter des appréciations subjectives dans une situation qui peut les mettre en jeu. Donc on voit bien que c'est quand même assez flou. Tout professionnel a évidemment des liens d'intérêt dans son champ d'action, mais tout lien d'intérêt n'est pas forcément un conflit d'intérêt, comme l'a mentionné le comité d'éthique de l'INSERM, et en particulier si tout expert était récusé dès lors qu'il a un lien d'intérêt, dans certains domaines, il n'y aurait souvent pas d'experts éligibles du tout. On va en reparler, les liens d'intérêt intellectuels sont quand même difficiles à maîtriser. Donc à la fois il faut une gestion des liens d'intérêt rigoureuse, selon lesquels l'apparence et le doute objectivement justifié doivent être pris en compte, mais finalement tout réside dans la balance, dans l'équilibre entre la gestion des liens d'intérêt et la qualité de l'évaluation. Alors quels sont les outils finalement qui ont été développés pour gérer ces liens d'intérêt convenablement sans nuire à la qualité de l'évaluation? Alors j'en ai dénoté 3, j'en ai peut-être oublié, et je vais les mentionner, et ce n'est pas du tout des moyens exclusifs, et certains sont, à mon avis, pas assez utilisés. Il y a la déclaration d'intérêt, on va y revenir, la collégialité de l'évaluation, et un autre point qui est la prise en compte des opinions minoritaires. Alors la déclaration d'intérêt, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Il y a un certain nombre d'avantages qui vont être la transparence, c'est-à-dire que l'expert ou l'évaluateur va déclarer à l'instance qui veut l'employer un certain nombre de liens d'intérêt. Moi, son avantage majeur que je trouve, c'est que c'est une action déclarative, mais qui peut être extrêmement vertueuse, dans la mesure où si la déclaration est bien faite, on va guider l'expert dans tout ce qui peut être un lien d'intérêt et dont il n'a pas forcément conscience. Donc c'est assez vertueux et c'est assez éducatif. Quand on parle de lien d'intérêt, finalement on est souvent confronté à la morale propre de chaque individu, qui est extrêmement variable. Il y a toute la palette de la personne qui déjà a du mal à concevoir ce qu'est un conflit d'intérêt, donc un lien d'intérêt, on en est très loin, à ceux qui sont hyper vertueux, qui ont peur de leur ombre. Et donc c'est important quand même que, en fonction de l'évaluation qu'on doit faire, que l'institution qui mandate l'évaluation arrive à donner un certain nombre de cas. Ça fait prendre conscience, on se dit « Ah oui, effectivement, c'est embêtant, j'ai des liens, ceci ou cela, donc je vais être embêté pour faire une évaluation objective. » Et puis ça borne le lien d'intérêt, parce que comme je le disais, il y a des abus. J'ai vu dans certains cas, mais je suis sûre qu'ici vous avez beaucoup d'autres exemples, de « Ah non, mais je ne peux pas examiner le projet de machin parce qu'il y a 30 ans, j'étais à l'internat avec lui. » Ah. Et est-ce que tu vois encore cette personne tous les soirs? Est-ce que tu as des contacts? Ah non, je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Bon, dans ces cas-là, on peut imaginer que le lien d'intérêt est quand même très, très distendu. Ceci dit, la déclaration d'intérêt, elle pose quand même un certain nombre de questions. D'une part, quelle forme doit-elle prendre? Est-ce qu'elle doit être publique? C'est le cas dans un certain nombre de situations. Par exemple, toutes les évaluations qui relèvent du ministère de la Santé ou pour les agences sanitaires, les évaluateurs remplissent des déclarations d'intérêt qui sont accessibles pour n'importe quel citoyen. Est-ce qu'elles doivent être uniformisées? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit y avoir un modèle type de déclaration de lien d'intérêt, quelle que soit l'évaluation scientifique ou l'expertise qu'on est en train de réaliser? Pas forcément. L'autre point, c'est bien joli de faire des déclarations, mais qui les regarde, qui les examine et qui vérifie les contenus. Alors dans certains cas, en particulier dans certaines agences sanitaires, les personnes en charge de lire les contenus et éventuellement de dire aux experts « Ah, on est désolé,
mais malgré votre compétence, etc., vous ne pourrez pas participer à telle expertise ou à telle évaluation parce que ce lien d'intérêt nous gêne. C'est important, mais il y a plein d'institutions qui font remplir des déclarations d'intérêt et on ne sait pas toujours très bien où elles vont, si ce n'est que, bon, elles risquent d'être sorties en cas de scandale. Et puis l'autre point extrême, que faire en cas de manquement, omission ou information erronée, sachant que les manquements ne sont pas encore qualifiés en France. En complément de ces déclarations d'intérêt, il y a une autre façon quand même de gérer les liens d'intérêt qui est la collégialité de l'évaluation, en tout cas quand on a affaire à une évaluation ou une expertise qui fait appel à un groupe de personnes. Alors en effet, au contraire de liens d'intérêt qu'on peut facilement définir comme des liens d'intérêt professionnels ou personnels, identifiables, déclarables, les liens d'intérêt intellectuels, le fait qu'on appartienne à une école de pensée majoritaire ou minoritaire, ou à une communauté d'experts extrêmement restreinte, peuvent introduire des biais cognitifs qu'il est très difficile de détecter et de contrôler, et même les experts eux-mêmes, avec leur meilleure bonne foi, inconsciemment, peuvent faire jouer leurs liens d'intérêt intellectuel, et c'est normal, heureusement d'ailleurs. Donc on assume, et je reprends l'avis du COMETS, que la collégialité d'un groupe d'évaluateurs, si elle est bien balancée, va permettre d'atténuer les biais résultant des liens d'intérêt. S'il y a une personne dans le groupe d'individus qui a un lien d'intérêt, ça va être dilué dans la collectivité. Donc on espère que la vigilance de l'ensemble des membres d'un groupe restreigne les effets pervers de possibles conflits d'intérêts, sauf, et c'est bien le point, s'il existe des personnalités charismatiques qui entraînent tous les autres par leur autorité ou des phénomènes d'entente illicite, et on a tous vécu ce genre de situation. Et je dirais même, pour être honnête, qu'on en a tous joué, parce que si on a l'habitude des comités d'évaluation, on sait aussi comment les manipuler. Il faut quand même être honnête. C'est toujours très facile de glisser des petites phrases par-ci, par-là, qui font qu'on va influencer les autres. Alors le COMETS dit, on peut régler ça en renouvelant les comités régulièrement. Alors imaginez un comité qui est responsable du recrutement d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur. Donc le jeune, il joue sa vie, là, il joue son job. Et puis, oui, il y a des liens d'intérêt, mais on dit, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va renouveler le comité dans 3 ans. Ça lui fait de belles jambes, parce qu'en attendant, il n'a pas le job, et puis après, il a dépassé l'âge. Donc c'est bien de renouveler les comités, mais c'est pas suffisant. Alors il y a un autre point qui peut compléter les déclarations d'intérêt et la collégialité, et qui, à mon avis, donne à réfléchir et n'est pas suffisamment utilisé, qui sont les opinions minoritaires. Les opinions minoritaires, elles ont été reconnues dans la loi, en particulier dans la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, dite loi Bertrand. Et c'est la première fois qu'il y a une loi qui reconnaît en fait l'importance des opinions minoritaires. Et là, j'ai repris un avis du comité de déontologie de l'INSES que je trouve particulièrement intéressant et qui souligne que l'expertise ou l'évaluation, n'a pas vocation à aboutir nécessairement à un consensus. Et si l'obtention d'un consensus, je les cite, peut certes être considérée comme une réussite, celui-ci ne doit pas résulter de rapports de force conduisant à empêcher la formulation d'autres points de vue. Alors bien sûr, ça ne peut pas toujours s'appliquer, et en particulier, il n'est pas question de faire des comptes rendus en disant Tartampion a dit ça, Truc Bidule pense ça, et de sombrer dans un catalogue de l'avis de chacune des personnes. Il ne faut pas que ça nuise à la discussion constructive et à ce que chaque expert va apporter aux autres au sein d'un comité. Ceci dit, reconnaître au moins la contradiction et autoriser la publication d'avis minoritaires dans un certain cas, en particulier quand il s'agit d'émettre des recommandations, ça peut, renforcer la transparence de l'évaluation, ça peut renforcer la portée d'un consensus, parce que si les évalués ou les commanditaires d'une évaluation savent que les avis minoritaires peuvent être portés et qu'il n'y en a pas qui sont reportés, qu'il y a un consensus, à ce moment-là, on sait vraiment qu'il y a eu une unanimité à travers les membres
Et ça renforce vraiment la portée du consensus et les gens à qui ça s'adresse peuvent se dire « Ah bah oui, quand même, il faudrait peut-être les écouter parce que là, ils ont vraiment l'air tous d'accord. » Ça respecte le travail des évaluateurs. Et à mon avis, ça affirme effectivement leur impartialité. Et l'autre point, c'est que ça permet, parce que des évaluateurs, c'est quand même des êtres humains, ils ont beau être d'accord, c'est pas pour ça qu'ils ont raison. Et je crois qu'il faut quand même, il faut objectiver le doute, mais le doute est toujours là, et heureusement. Et ça me paraît important de pouvoir, dans un certain nombre de cas, proposer aux évalués et aux commanditaires différentes alternatives, puisque, et on y reviendra, l'évaluateur ne décide pas. Donc de proposer des alternatives quand effectivement le consensus n'a pas été atteint peut régler un certain nombre de liens d'intérêt, donner de la transparence et surtout, comme je le disais, réaffirmer l'impartialité. Si je reprends mon petit schéma, une évaluation ou une expertise vont être utilisées pour être suivies des faits. Or, la décision post-évaluation ou la gestion des risques, qui va suivre sur une expertise qui fait de l'évaluation de risque, cette décision, elle est basée effectivement, elle va utiliser des avis scientifiques émis par l'évaluation et l'expertise, mais elle va faire intervenir des considérations qui n'émanent pas de l'évaluation et qui peuvent être des considérations économiques, pragmatiques, de faisabilité ou des choix politiques. Donc par définition, c'est pas transparent et c'est soupçonnable. Et c'est pour ça qu'il est crucial d'avoir toujours à l'esprit qu'il faut séparer des instances d'évaluation et des instances de décision. C'est ça qui conditionne l'impartialité et la légitimité de l'évaluation. Et je vais y revenir plus tard à travers un certain nombre d'exemples. Il y a souvent, malheureusement, de plus en plus de confusion à la fois des évaluateurs et des commanditaires qui brouillent un petit peu les cartes entre l'évaluation et la décision. Mais l'exemple le plus criant qu'on a vu ces dernières années est celui des agences sanitaires, notamment l'ANSES, Robert Cussa aussi. Les agences sanitaires qui ont été créées dans les années 90 à la suite de scandales sanitaires énormes étaient là pour séparer, pour faire de l'évaluation du risque et séparer l'évaluation du risque de la décision, de la gestion du risque qui était faite par le politique et par les ministères. Jusqu'à la loi de 2014, qui a, c'est qu'un exemple, confié à l'ANSES les autorisations de mise sur le marché. Donc là, on demandait à une même institution de faire de l'évaluation de risque et de la gestion du risque. Et malgré tous les efforts qui peuvent être déployés pour rendre ces deux activités étanches au sein de l'institution, avec des directions différentes, des personnalités impliquées complètement différentes et disjointes, n'empêche que, on n'a jamais entendu parler autant de l'ANSES dans les médias que depuis que l'ANSES est obligé de délivrer les autorisations de mise sur le marché, et on mélange la décision qui est prise avec ce qu'il y avait dans l'expertise et dans l'évaluation. Et ça nuit effectivement à la légitimité de l'évaluation. Alors ça paraît simple comme ça, mais j'ai été assez surprise de trouver dans l'Encyclopédie Universalis une définition de Guylaine Filatrio, définition de l'évaluation scientifique, où elle dit, et je peux comprendre pourquoi, mais on va le discuter, on peut distinguer une évaluation scientifique par les pairs et une évaluation de la science à visée gestionnaire. La première est consubstantielle à la démarche scientifique, elle n'intègre pas obligatoirement des indicateurs quantitatifs et elle vise à élaborer un jugement complexe sur la valeur heuristique d'un travail de recherche en confrontant des avis d'experts. Jusque-là, tout va bien. La seconde est destinée à préparer une décision, le plus souvent d'investissement. Dans ce type de décision, où l'on doit arbitrer entre différents choix de dépenses, on s'appuie souvent sur des chiffres qui vont aider à projeter ce qu'on peut attendre de tel ou tel choix. Bien qu'elle précise après que la seconde partie de la définition est destinée à préparer une décision, il y a quand même une certaine confusion. Il y a une confusion entre l'évaluation par les pairs, parce que même s'il y a une décision financière après, il y a une évaluation par les pairs, et la décision à visée gestionnaire.
Cette confusion, elle est fréquente, et elle est fréquente des deux côtés, comme je le disais, à la fois du côté des évaluateurs et à la fois du côté des commanditaires. Du côté des évaluateurs, il y a souvent, je me mets dans l'eau, quand on évalue, et même des fois inconsciemment, un besoin de décider, un besoin que le travail qu'on fait va être pris à la lettre pour la décision. Et il y a une frustration quand ce n'est pas le cas. Alors je cite un exemple, parce qu'il y a des exemples comme ça, quand on recrute au CNRS un chercheur, il y a deux jurys. Un jury d'admissibilité composé de pairs et qui est censé, et qui le fait d'ailleurs très bien, qui va évaluer les qualités scientifiques de Tartampion, de trucs bidules, et puis émettre un classement. Puis ensuite, il y a un jury d'admission qui, lui, est présidé par l'employeur et qui peut faire intervenir, bien sûr, on l'espère, l'évaluation purement scientifique, mais qui peut faire intervenir d'autres facteurs. Et c'est le droit de l'employeur, et on a très souvent vu, et on le comprend, des jurys d'admissibilité hurler, y compris dans la presse, parce que la suite a changé leur classement. Alors on comprend des deux côtés, mais là encore, il y a une évaluation et il y a une décision derrière, et la décision, elle est toujours soupçonnable. Donc si l'évaluation, l'impartialité de l'évaluation demande à ce qu'il n'y ait pas de décision derrière. Ceci dit, c'est une confusion, j'ai presque fini, c'est une confusion qui est souvent entretenue par les instances de décision, qui déportent leur devoir de décision. Et il y a deux raisons à ça. Soit elles se déportent de leur devoir de décision pour se déresponsabiliser, c'est le cas de l'ANSES, où les ministères et le politique a voulu refiler la patate chaude, excusez-moi l'expression, à une autre institution. Comme ça, s'il y a une autorisation de mise sur le marché qui est très mise en doute, c'est pas la faute du politique parce que c'est pas lui qui a pris la décision. Soit dans un grand nombre de cas pour alléger leurs charges, et c'est souvent le cas de l'évaluation, par exemple, des projets en vue d'un financement, où on dit au comité non pas évaluer et classer les projets scientifiquement, mais il faut évaluer et votre enveloppe budgétaire, c'est ça. Donc en fait, vous évaluez et vous décidez, et nous, on signera en bas de la page. Et dans ce cas, l'évaluateur porte la responsabilité scientifique et décisionnaire. Il peut l'accepter, mais ça doit être conscient. Et donc, par définition, il peut être soupçonnable. Et je vais finir sur l'utilité de l'évaluation ou de l'expertise scientifique. Parce que c'est bon de se reposer la question régulièrement. Or, il y a des choses évidentes. Les évaluations, c'est une aide à la prise de décision par le commanditaire, et puis, et c'est tout aussi important, une aide aux évalués pour progresser, qu'est-ce que soit l'objet. Ce qu'on oublie aussi dans un certain nombre d'évaluations, pour certains objets en tout cas, c'est une aide aux usagers pour comprendre ou choisir. Une évaluation d'une agence sanitaire, une expertise d'une agence sanitaire, ça peut éclairer le citoyen sur un certain nombre de choses. Donc c'est un élément d'information. C'est aussi, je ne sais pas moi, une évaluation des formations post-bac, c'est aussi une aide aux familles quand il s'agit de remplir Parcoursup, c'est d'actualité, et de définir des choix par exemple, et mon enfant veut faire telle école, alors je regarde les évaluations et je vais regarder ce qui correspond le mieux à ses envies. Mais c'est aussi, et ça on l'oublie un peu, c'est un document de référence qui va être partagé finalement entre un commanditaire de l'évaluation et ce qui est évalué. Et c'est un document de référence qui est émis et produit par un tiers qui n'est, si possible, ni commanditaire ni évalué. Et ça a été largement utilisé d'ailleurs comme instrument, comme l'a dit Futuriste, d'un changement de logique de négociation pour les ressources, notamment dans les universités. Et puis j'aimerais finir sur le fait, un peu plus optimiste, que l'évaluation c'est souvent, et ça peut l'être, il faudrait que ce soit l'être, initiateur d'une démarche qualité quand c'est suivi d'une auto-évaluation, c'est-à-dire que là encore, on sort d'une logique, on fait quelque chose, on évalue derrière, on décide, on censure, etc. Mais ça peut être simplement éducatif et un apprentissage et se donner les outils pour être capable de s'auto-évaluer en permanence. Et je vais m'arrêter. Merci.
qui m'a appris en particulier que le commentaire par les pairs était finalement assez récent, la science de biologie. Je voulais faire juste une petite remarque. Est-ce qu'il n'y a pas une légère évolution actuelle qui est de revenir un peu à la disposition intermédiaire, à savoir que l'évaluation, surtout dans les revues les prestigieuses, entraîne un temps de délai très important, enfin, souvent important, pour que la publication apparaisse, et donc finalement de dissocier la mise à disposition des résultats de l'évaluation, quelque chose qui à mon avis existait de beaucoup plus déjà dans les sciences plus dures, les mathématiques, la physique, les archives ouvertes, et qui se traduit en biologie par la présence maintenant de BioArchive, qui a le goût d'un article, mais qui n'est pas encore un article, mais qui n'empêche pas cependant d'aller ensuite dans des revues, y compris les plus prestigieuses. Je trouve que c'est un assez bon compromis. Oui, je vous remercie de cette question. En fait, c'est pour ça que je trouve et que j'ai insisté sur le fait que c'est important de revenir à l'histoire, à l'aspect historique de l'évaluation par les pairs, comment ça a évolué dans les différentes disciplines, et parce qu'on a tous tendance à prendre pour argent comptant ce qui se faisait il n'y a encore pas si longtemps. Et ce qu'on voit, ce que vous citez, ce qu'on voit actuellement, le mouvement actuel de sciences ouvertes, où on finit par se dire, mais finalement, indépendamment du fait que ça prend du temps, etc., il y a des biais énormes qui sont introduits à tous les niveaux par les comités éditoriaux, parce qu'ils vont publier ce qui correspond à leur politique éditoriale, par les évaluateurs qui... finalement, il y a un mouvement qui est de dire pourquoi ne pas remettre en données ouvertes les articles et de publier les commentaires comme l'ont fait les mathématiciens et comme le font les mathématiciens d'ailleurs. Alors, après, il faut adapter en fonction des disciplines, mais je trouve que la réflexion actuelle doit être aussi éclairée finalement par l'histoire de l'évaluation par les pairs pour se reposer les bonnes questions, qu'est-ce qu'on en attend et quelle est la meilleure mise en œuvre possible. Oui, Catherine, j'avoue que je m'interroge sur l'utilité de l'opinion minoritaire. Je vais prendre un exemple presque vécu, un tout petit peu transposé. Le gouvernement s'interroge parce qu'il y a un débat dans l'opinion pour savoir est-ce que la Terre est ronde ou est-ce que la Terre est plate. Donc, ne sachant que c'est pas au gouvernement de conclure, il s'intéresse. Il se retourne vers la communauté scientifique, mettons une académie, prendre au hasard, est-ce que vous pensez que la Terre est ronde ou que la Terre est plate? L'académie se réunit en question, écoute les arguments, tout le monde a le droit de parler. Finalement, l'opinion presque unanime, mais simplement majoritaire, c'est que la Terre est probablement ronde. Mais les tenants de l'opinion minoritaire demandent que l'avis de l'opinion contienne l'opinion minoritaire, qui est que certains pensent que la Terre est plate. L'Académie doit-elle publier un tel avis? Est-il de nature à éclairer le gouvernement ou l'opinion? La réponse dans le cas qui est imaginaire que j'ai pris là, c'est probablement non. Mais ce genre d'exemple est constant. J'étais sûre que ça allait arriver. Presque. Ceci étant, je crois qu'il faut borner les choses. Là, on parle d'évaluation scientifique ou d'expertise scientifique faite par des scientifiques. Donc, qui doit obéir à certaines règles, d'obéir simplement, vous le savez bien, quand il s'agit d'émettre des recommandations, on peut avoir des recommandations qui ne sont pas consensuelles. Ça ne veut pas dire qu'on remet en doute le fait scientifique. Et c'est sur les recommandations. Mais je cantonne ça au comité d'évaluation par les scientifiques. Je ne parle pas de l'opinion, donc objectivée par des preuves et par des faits. Mais je ne crois pas non plus que, parce qu'on est un scientifique qui s'appuie sur des faits, comme on l'est tous, on ait toujours systématiquement raison quand on fait des recommandations prospectives. Donc le doute, il me semble que c'est quand même le fondement
de la science aussi, il doit être objectivé et d'avoir des recommandations qui vont toujours... Alors souvent on est obligé de choisir. Si on est dans un comité effectivement qui doit choisir pour distribuer de l'argent, distribuer des postes, etc., malheureusement il faut trancher. Donc les opinions minoritaires sont pas forcément de mise. Mais quand il s'agit par exemple de faire de l'évaluation de risque, ça me paraît intéressant d'émettre des opinions minoritaires. Et en tout cas... Le risque climatique, puisque c'était ça qui était dans ma question, ouais, n'est pas négligeable. Excuse-moi. Non, je reconnais qu'il n'est pas négligeable, mais de toute façon, tu fais une évaluation, il y a un décideur derrière. Si je peux rebondir, si vous me permettez, de rebondir sur ce que vient de dire, ce que tu as dit, puis ce qu'a dit aussi Édouard, c'est qu'on pourrait remplacer la prise en considération des minoritaires par la considération que les expertises ne sont jamais blanc noir. Les expertises ont la plupart du temps une marge d'incertitude. Et c'est ça ce sur quoi il faut beaucoup insister. Je prends un autre exemple. Un sismologue, un groupe de sismologues sont consultés sur la probabilité qu'il y ait ou non un séisme en Aquila, bon, c'était il y a quelques années. Bon. Eh bien, si ces experts avaient suffisamment insisté sur la marge d'incertitude qu'ils avaient, ils disaient oui, c'est très probable, mais on ne sait pas parce que voilà, les taux de radon ont donné. Et s'ils avaient vraiment insisté sur leur marge d'incertitude et vérifié que les médias n'avaient pas dit, oh ben ils ont dit que ça n'aurait pas lieu, donc on y va, on ne fait pas déplacer les populations. S'ils avaient vérifié l'utilisation de leur expertise et des incertitudes, il n'y aurait peut-être pas eu tant de morts en Aquila. Oui, mais je pense que ça va plus loin, ça va aussi, on touche aussi à la confiance que les gens vont avoir dans les experts. Et on voit bien que la défiance qu'il y a dans les sociétés occidentales vis-à-vis de la science, c'est aussi l'expert a toujours raison. Je pense que c'est important que l'expert et le scientifique puissent se dire non, il y a un doute et admettre le doute. Et c'est ça que disent les opinions minoritaires. Sinon, c'est trop facile de dire « Oh, bah oui, mais regardez, ce comité, ils ont dit ça, bah, ils se sont encore plantés, ils avaient tort, et hop, on jette le bébé avec l'eau du bain. » Et c'est ça le risque actuellement. Donc, d'admettre que parfois, le moins souvent possible, mais que parfois, il puisse y avoir un doute, non pas sur les faits, mais sur des recommandations prospectives, je pense que ce serait une bonne chose de l'admettre. Moi, je voudrais juste poser une question, c'est à la fois une question et un commentaire. Dans l'expertise, je pense qu'il y a beaucoup de formes d'expertise. Il y a des expertises basées sur un travail que fait l'expert lui-même, mais nous sommes confrontés dans sciences et énormément en biologie, au transfert d'expertise. C'est-à-dire que d'un groupe d'experts, une commission, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, va regarder s'ils vont recruter, on va regarder où ça a été publié, comment ont été publiées les choses. Et donc on se réfère à l'expertise faite par le journal, et donc c'est l'expertise en cascade. Et cette expertise en cascade, à mon avis, ne permet absolument pas d'évaluer les divers liens dont vous parliez, qui peuvent être, et aussi les modes, les politiques éditoriales, etc. Donc le travail d'expertise est rendu très difficile parce qu'on ne peut pas refaire, et d'autre part parce que la démographie, la population qu'il faut évaluer devient tellement grande qu'on est obligé d'avoir des méthodes qui sont des méthodes dont on voit bien qu'elles sont très éloignées de la véritable expertise. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Non, mais je peux qu'aller dans votre sens. Enfin, je pense que c'est le sens de la déclaration de Dora, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut revenir à la science. Que l'article soit sorti dans Nature ou dans je sais pas quoi, je sais bien que c'est important pour tout le monde que les étudiants disent « Ah, mais je veux mon papier dans Nature », mais en tant qu'évaluateur, il faut qu'on puisse être capable de repartir des faits scientifiques et non pas du journal Tartampion, du nombre de citations, etc.
on ne peut pas à la fois critiquer un système et en même temps leur faire perdurer. Alors c'est pas particulièrement présent dans les sciences biologiques, hein, on est coupable nous-mêmes. Il y a un mouvement actuel, il faut l'accompagner. Ceci dit, il ne faut pas se voiler la face, tout le monde est sous l'eau avec des expertises multiples où on est sollicité pour les journaux, pour ceci, pour cela, et donc à un moment donné, il y a une question de temps. Et une expertise qu'on a envie de faire correctement, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est la qualité et la quantité, le supermarché ou le haut de gamme. Dans les milieux de médiation scientifique auquel j'appartiens, je suis professeur de physique-chimie de lycée en retraite, et donc les sciences me passionnent toujours, mais mon problème c'est les sciences et le public. Donc le sujet de discussion très vive qui a eu lieu ces dernières années, c'est les abus par domination de revues scientifiques au plus haut niveau mondial, je pense à Elsevier par exemple, qui ont abusé de leur position dominante financière, d'influence, etc. Je vous demande votre opinion sur ce sujet-là, sur ce sujet-là particulier. Moi, je pense que mon opinion, elle est partagée, elle est assez simple. Oui, il y a une domination de ces revues-là qui ont dicté, de par leur politique éditoriale, les voies de recherche qui allaient ensuite être financées. Parce que quand on finance, on ne juge les projets que sur la capacité des gens à publier dans Nature, dans Science, etc., ça veut dire qu'ils travaillent sur des thématiques qui font partie, à juste titre ou non, des politiques éditoriales des journaux. Donc on fonctionne complètement à l'envers. Mais d'où le mouvement effectivement actuel d'essayer de revenir à la science et que les évaluateurs n'évaluent pas le résultat en termes de journal, d'impact facteur et je ne sais quoi, mais de faits scientifiques et d'avancées scientifiques. Donc oui, c'est... Et quel peut être le rôle des libres accès aux travaux des chercheurs? C'est des politiques, je veux dire, des initiatives de libre accès dans le milieu de médiation scientifique qui permettent à certains publics de contourner justement les effets de dominance de ces revues. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a une question assez commerciale. Il y a une recherche publique financée par des fonds publics dont on peut s'attendre à ce qu'elle soit accessible par tout public. Donc c'est effectivement toute la partie libre accès qui est en train de se développer sous différentes formes, parce qu'on peut mettre en libre accès des publications d'Elsevier. Simplement, il y a un coût. Donc au lieu que ce soit le lecteur qui paye, puisqu'on estime qu'il a déjà payé, ça va être en général celui qui a produit la science, que ce soit le laboratoire ou son institution, etc. Donc il y a effectivement le problème purement commercial où on revient quand même aux fondamentaux. La recherche et la science est un bien public et c'est important que ça revienne au public. Donc on remet les choses dans l'ordre. Donc ça, c'est le problème purement commercial. Et puis il y a l'autre problème qui est qu'effectivement, ces éditeurs ont orienté les voies de recherche en fonction de leur politique éditoriale, c'est ce qu'on disait avant. Je pense qu'on va... J'ai une petite question très courte. Pour revenir sur le problème du doute exprimé par les experts et sur les options minoritaires, ouais. Ça serait bien si le doute était partagé. Le problème, c'est que souvent, les options minoritaires, eux, n'ont aucun doute. Par exemple, si on reprend l'exemple de la Terre est plate, les platologues, il y en a un qui s'est tué avec une fusée artisanale il y a quelques jours. Comment ? Un de moins, d'accord, mais en tout cas, il faudrait que le doute puisse être partagé à ce moment-là. Non mais attendez, je crois qu'on mélange quand même plusieurs choses. Est-ce que ça vous est arrivé ? Vous êtes dans un comité d'experts pour faire une évaluation. Est-ce que c'est de ça dont on parle ? On n'est pas en train de parler du doute de l'illuminé Tartampion.
On est en train de parler de comités scientifiques. S'il y en a un qui dit une énorme connerie, et ça arrive, exactement, et on peut tous dire une énorme énormité à un moment donné. On est quand même capable aussi d'entendre nos collègues souvent. Donc il y a quand même une discussion. Émettre des doutes minoritaires, ça ne veut pas dire on enlève toute discussion d'un comité. Il y a une discussion, l'objectif c'est d'essayer d'arriver à un accord, d'échanger les vues, de s'auto-influencer, mais il peut arriver que sur des recommandations prospectives, il n'y ait pas la même vision. C'est quand même deux choses différentes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses.